merci de rester avec nous. C'est un privilège de nous retrouver en ce moment ici au parc animalier de Lancellet pour savourer l'expression de la nature. Le parc animalier de Lancellet étendu sur une superficie de 20 000 hectares. Nous allons parler de ce parc dans votre magazine Écran Vert avec le directeur général Gomer Pelgrims que nous allons rencontrer dans quelques instants. Alors Monsieur Gomer, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Et nous commençons par le quartier général. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours commencer par ici à chaque fois qu'on arrive au parc animalier? En fait, quand vous arrivez dans le parc de la vallée de Lancellet, vous allez arriver au quartier général et c'est à partir d'ici qu'on va vous expliquer les différentes activités que nous proposons. Donc à partir du QG, l'activité principale c'est le safari. Donc le safari démarre d'ici. Et ensuite, vous allez découvrir le parc et vous allez découvrir la deuxième zone qui est parc aventure et loisirs. Et là, il y a d'autres activités qui vous seront proposées aussi. Et vous y êtes de plein pied. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait la force de ce parc? Alors, tout d'abord, le parc, il n'est pas très éloigné de la ville de Kinshasa. 50 km, c'est quand même beaucoup. Pour nos futurs visiteurs qui sont les habitants de Kinshasa. Donc nous sommes à 50 km de la ville de Kinshasa. Nous avons un parc de 20 hectares dans la vallée de Lancellet. La vallée de Lancellet, c'est une vallée qui est assez incroyable parce que c'est quasiment un microcosme de la RDC. On retrouve quasiment tous les types de végétation qu'on a en RDC. On retrouve des savanes herbeuses, des savanes boisées, on retrouve de la forêt primaire. Donc il y a des montagnes, donc il y a des plateaux. Donc on a vraiment l'idée qu'on est dans ces 20 000 hectares, qu'on découvre toute la RDC. Donc voilà une des qualités premières du parc. Alors on a une flore exceptionnelle, on a des centaines d'espèces d'essences différentes dans la flore. On a la rivière Nsele qui peut nous rappeler un peu le fleuve qui traverse le pays, le Congo. Donc c'est vraiment un vrai microcosme de la RDC. Oui, vous parlez de la faune, vous parlez de la flore, mais est-ce qu'aujourd'hui tous ces atouts sont exploités ou vous focalisez d'abord plus sur la biodiversité? Deux choses. La première chose, ça a été d'aménager le parc, de le rendre visitable à toutes les personnes qui souhaitent le visiter. C'est-à-dire qu'il a fallu le mettre aux normes d'un parc et d'un parc international. Donc il a fallu créer les clôtures électriques, bien faire des surveillances quant à la faune et la flore, à l'eau et à l'habitat des animaux. Donc une fois que ces surveilles ont été faits, alors nous avons amené les animaux. Et donc on a des écosystèmes différents un peu partout dans le parc. Donc c'est tout ça qui fait la richesse du parc. En quoi est-il différent des autres parcs? Alors il est différent des autres parcs parce que c'est un parc d'abord qui est à la périphérie d'une grande ville. C'est un parc où on trouve vraiment, c'est un microcosme de la RDC comme je disais avant, quasiment tous les différents paysages, son accessibilité très facile et la diversité aussi des animaux qu'on a pu y introduire et juste le calme et le paysage aussi qui fait que ça vous dépayse complètement des journées que vous pouvez vivre en ville. Et parlant des animaux, chaque fois que vous avez des visiteurs, quelle est l'espèce emblématique selon vous qui a toujours attiré l'attention des visiteurs? Alors la première espèce qui a attiré l'attention des visiteurs, ce sont les girafes parce que ce sont parmi les premiers animaux qui sont arrivés. Et petit à petit, nous avons eu d'autres animaux qui sont arrivés. Dont le bébé hippo qui a beaucoup attiré Lusambo, qui a beaucoup attiré les animaux, qui est vraiment une vedette. Nous avons aussi, comme nous faisons la révalidation, nous avons accueilli des bébés bonobos qui sont ici au QG. Donc quand les gens viennent, ce sont les premiers animaux qu'ils voient. C'est aussi une attraction pour les gens parce qu'ils ne sont pas habitués. C'est vrai qu'on entend parler des bonobos, mais parfois en entendre parler et les voir, c'est différent. Et finalement, nous avons les lions qui sont... tout le monde rêve de voir un lion en vrai, en chair et en os. Et là, les gens ont la possibilité de les voir. Et nous avons des animaux encore plus intéressants qui sont les rhinocéros blancs. Donc un animal rare, un animal qui est très recherché par aussi les braconniers malheureusement.
Mais ça vaut la peine de voir tous ces animaux qui font le parc. Et puis nous avons quasiment 21 espèces d'herbivores qui sont dans le parc. Et donc ça c'est d'une grande beauté. Et c'est en tout, en fait c'est le tout qui fait que c'est attractif. Et d'où proviennent ces animaux des autres parcs pour alimenter ce parc animalier? Comment ça se passe? En fait, la plupart des animaux sont venus de parcs africains, pas nécessairement du Congo. La plupart des animaux sont venus de Namibie. Pourquoi Namibie? Pourquoi la Namibie? Deux raisons. Tout d'abord une raison logistique. Nous avons beaucoup d'animaux que nous avons dans le parc de la Garamba, etc. Mais pour transporter les animaux, ça doit se faire dans des délais très courts. Et donc, vous imaginez une girafe pour la transporter de la Garamba jusqu'ici par route, c'est quasiment impossible parce qu'on n'a pas une route qui amène de la province orientale vers la province de Kinshasa. Donc il nous fallait trouver les animaux qu'on a au Congo, c'est-à-dire les animaux de la savane congolaise. On a les mêmes en Namibie et au Zimbabwe. Donc nous avons opté pour cette option-là. Donc c'était beaucoup plus rapide de les prendre par bateau, de les capturer, de les prendre par bateau à partir du port de Walvis Bay. En termes de coût, c'est équivalent. Parce que si on devait les ramener par ici, il nous aurait fallu 1 mois pour les amener jusqu'ici en ouvrant la route quasiment, parce qu'il n'y a pas de route pour supporter une telle logistique. Et vous êtes arrivé aussi de connaître des pertes, vous amenez un animal, mais arrivé ici, il n'a pas pu s'en sortir vu la distance, vu tout ce que vous avez évoqué comme paramètres de voyage. Oui, tout à fait. On a eu des pertes. Parfois, on s'attendait à plus de pertes, mais le maximum qu'on a eu de pertes, c'était plus ou moins 2%. C'était parfois des animaux qui avaient été piétinés dans la cage, donc qui sont morts piétinés par les autres. Et puis, on a eu aussi le stress. L'animal sortait de la cage, il voulait aller boire de l'eau dans le bac qui était là à cet effet et qui s'est noyé dans le bac alors qu'il était beaucoup plus grand. C'est juste parce qu'il était trop stressé. Il y a parfois des blessures aussi qui font que l'animal meurt parce qu'il a été blessé pendant le voyage. Mais c'est vraiment, c'était un très faible pourcentage. Alors c'est depuis 2013 que vous êtes lancé dans cette aventure. Aujourd'hui, pouvez-vous aussi me parler de la reproduction déjà de ces espèces que vous avez dans ce parc animalier? Alors, pour vous donner un peu un historique, le parc de la vallée d'Antsélé est une filiale de la ferme Espoir. Et donc la ferme Espoir est installée sur les sommets ici au sud depuis 1998. Et c'est en 2013 que l'idée a germé de créer le parc. Donc de 2013 jusqu'à 2017, on a dû faire toutes les études pour créer le parc. Donc on a fait un survey du parc avec les parcs nationaux de Namibie, du Zimbabwe et du Botswana qui sont venus voir si l'endroit était adéquat pour faire un parc. Nous avons pris contact avec la CITES, qui est l'organisme qui permet l'achat des animaux sauvages. Et nous avons donné la liste des espèces que nous voulions. Une fois que le ministère de l'Agriculture a agréé le parc, et que nous avons fini de clôturer le parc, alors nous avons commencé à amener les premiers animaux. Et les premiers animaux sont arrivés en mai 2017. Donc là, c'était des girafes qui ont baptisé le lieu? Donc ce sont des girafes, des impalas. Donc c'était toute une série d'animaux. Des girafes, des impalas, des Et aujourd'hui, vous en comptez quand même des bébés? Alors, les girafes, c'était des jeunes girafes. Parce que pour le transport, les grandes girafes, c'était très compliqué. Donc les girafes, dès qu'ils auront leur maturité, on aura sûrement des bébés. On a eu des bébés sur le parc à Lubumbashi. Mais ici, on a eu par exemple des bébés zèbres, on a eu des bébés impala, on a eu des bébés gnous. Et il y a toute une série d'animaux qui se sont reproduits. Comme ils se sont reproduits, c'est-à-dire qu'ils se sont acclimatés au parc et qui sont totalement à l'aise et donc ils peuvent se reproduire. Alors vous nous parlez des animaux, une fois qu'ils sont blessés, ils sont malades, vous savez les suivre, vous savez où les interner pour essayer de suivre leur évolution. Alors oui, quand nous avons un animal blessé ou malade, en fait ça se remarque comment? C'est-à-dire que dans la horde, l'animal il est à la traîne, il ne suit plus les autres, il ne mange pas, il est isolé. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on le capture.
le capturer de deux façons. Ou bien on peut le prendre tout simplement parce qu'il est très faible, il ne sait plus bouger. Ou bien s'il est encore assez solide, on va l'endormir avec un fusil hypodermique. Et on va l'amener dans le centre de revalidation qui est ici au QG, là derrière. Et là, les vétérinaires vont le soigner. Ils vont l'ausculter, ils vont le soigner et puis on va le garder là jusqu'à ce que l'animal reprenne du poil de la bête. Et une fois que c'est fait et qu'on voit que l'animal est en bon état, on le remet dans le milieu où on l'avait capturé. Et pour le moment, il y a quand même certaines espèces. On peut s'approcher pour voir. Pour le moment, il n'y a pas d'animaux qui sont vraiment blessés, mais dans le centre, il y a quelques espèces qui sont arrivées. Ce sont des porcs-épics qui sont là, que nous avons reçus récemment. Et donc, ils sont là pour les observer, pour voir comment ils vont s'adapter un peu à la vie ici dans le parc. Et dès qu'on aura vu qu'ils se portent bien et tout, on va les libérer dans le parc. Les temps d'arrivée, moi nous allons dire par week-end parce que nous sommes ouverts que le vendredi, samedi et dimanche. Le reste de la semaine, nous continuons à aménager le parc. Donc le vendredi, on n'a pas tellement de visiteurs, mais ça varie entre 300 visiteurs par jour le samedi et le dimanche. Les conditions de la visite, donc l'entrée du parc, c'est 10 000 CDF, ça c'est l'accès au parc. Et puis on a les différentes activités. L'activité safari, c'est 40 000 CDF. Et puis on a toutes les autres activités qui sont au niveau de Cap Aventure et Loisirs. On pourra découvrir les prix là-bas. Donc, mais quand on a des enfants qui ont moins de 1,20 m, l'entrée au parc, le safari, tout ça est gratuit pour eux. Apparemment, vous avez un problème d'état et c'est un adulte qui a moins de 1,20 m. On a dit un enfant, c'est entre 0 et 18 ans. Et s'il a 1,20 m, c'est tout gratuit pour lui. Mais si un adulte a 1,20 m, il n'est plus un enfant. Non, il n'est plus un enfant, vu qu'il est un adulte, il a plus de 18 ans. D'accord, alors on va continuer notre balade. Nous voyons qu'il y a aussi un relief très impressionnant qui pourra aussi être exploité dans les tout prochains jours. Vous y pensez aussi? Oui, sur le relief, on exploite déjà certains points. Il y a notamment le Mont Deke sur lequel il y a des avions qu'on a mis en place. On va créer une aire particulière, ça sera un hôtel avec des restaurants et donc à l'intérieur de l'avion. Donc ça sera une des options pour ça. Et pour les autres options, on utilise déjà pour des balades. Donc on a une activité qui est randonnée, donc les gens s'inscrivent pour la randonnée et ils font une randonnée à travers les monts et vallées du parc. Marabout? Comment? Une grue. Mais qu'on n'a pas encore relâché. Elles sont aussi arrivées. Nous avons des autruches. Déjà. Des places. Et la main d'œuvre, elle est importante? Oui, nous avons plus ou moins 400 personnes qui travaillent dans le parc pour tous les différents travaux qui y sont effectués. Et les vétérinaires, vous pensez que le nombre il est suffisant? Oui, nous avons 2 vétérinaires qui sont au parc et nous avons aussi un appui de vétérinaires namibiens. Si nous avons vraiment un cas difficile à soigner, nous filmons l'animal, nous faisons des photos. Nos vétérinaires donnent le diagnostic, ils demandent un conseil à nos amis namibiens et si nécessaire, ils viennent dans les 48 heures pour nous donner un coup de main. Mais est-ce que c'est fréquent de voir les animaux tomber malades ici? Non, c'est un peu, c'est un peu rare, c'est pas fréquent. Donc là, vous pouvez voir le caracal, il est là. C'est un animal nocturne, donc pendant la journée, normalement, il se cache et la nuit, il sort pour chasser. Donc voilà. Tout petit chaton, c'était un tout petit chaton, la maman a été tuée, nous l'avons récupéré et voilà, nous l'avons soigné et maintenant, petit à petit, il va s'adapter, on lui donne à manger en fait, on lui fournit de la nourriture le soir parce qu'il est habitué à manger le soir. Alors c'est vrai que vous nous parlez d'une réserve naturelle et comment ça se passe en termes d'alimentation de ces animaux? Ils se débrouillent tout seuls parce qu'ils sont lâchés dans la nature, donc le parc est ouvert et donc c'est ce que je vous disais, ils cherchent leur habitat, ils cherchent le point où ils ont la meilleure nourriture qui leur convient et ils mangent. Il n'y a que les fauves, les lions
qui sont alimentés. Et eux, on leur donne une vache tous les 3 jours. Et c'est comme ça qu'ils sont alimentés. Et c'est combien de kilos qu'ils consomment? C'est une vache de plus ou moins 400 kilos et ils sont 6. Donc voilà, ils la consomment en plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie. Et puis voilà, ils ont à boire. Et donc 3 jours après, on leur redonne une autre vache. C'est un peu la cadence qu'ils ont même dans la nature. Et en matière de sécurité? En matière de sécurité, les lions sont dans un enclos électrifié, donc il n'y a pas moyen qu'ils sortent. Toutes les distances ont très bien été étudiées, vous pensez? Les différents paramètres? Oui, tous les différents paramètres. Il y a un backup. Si jamais il y a une ligne électrique qui tombe, on a un backup qui répond automatiquement. Il y a une alarme qui se met en route et on sait intervenir et remettre la clôture dans l'état où elle était. Alors aujourd'hui, c'est un safari qui s'arrête en dehors de l'enclos. Vous songez dans les tout prochains jours avoir des véhicules plus appropriés et permettre aux gens de se rapprocher encore davantage de ces animaux? Voilà, c'est ça. On va équiper des camions avec une cage, un peu comme celle-ci, vous voyez. Une cage qui sera sur un camion avec une arête autour pour éviter que les gens ne se mettent contre la cage. Et au lieu de voir les lions dans l'enclos, on entrera dans l'enclos et c'est les lions qui nous verront dans les cages. C'est Laurent, dans le parc animalier de Lancellet. On va changer de site pour aller vous faire découvrir encore d'autres paramètres, d'autres espèces qui vous intéressent dans votre magazine Écran Vert qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Gomer Grims. Pelgrims, voilà. Il est le directeur général de ce parc animalier. Voilà, ici nous sommes dans un enclos où vous voyez des jeunes autruches. On les a reçus il y a plus ou moins 2 semaines de Lubumbashi. Et on va un peu les garder dans cet enclos pour qu'ils grandissent encore un peu. On va leur faire un plus grand enclos parce que ce sont des herbivores. Donc ici nous les nourrissons avec des granulés. On va leur faire un plus grand enclos pour qu'ils s'adaptent encore mieux. Et dès qu'ils auront atteint la taille et l'âge, disons, on va dire d'ici 3 mois, 4 mois, on pourra les relâcher dans la nature et ils pourront se débrouiller tout seuls. Pouvons-nous savoir comment ça va se passer lorsque vous aurez par exemple des fortes populations de ces espèces? Il y a assez d'espace pour ces espèces? Oui, nous avons 20 000 hectares, mais en effet, comme il n'y a pas de prédateurs dans le parc, ces espèces vont se multiplier parce qu'ils ont de l'eau, ils ont de l'herbe, ils ont des feuilles. Donc ils ont à boire et à manger, ils ont un habitat. Il y en a déjà qui se reproduisent, les impalas, les gnous, les zèbres, Vous ne serez pas etc. débordé? Donc à un certain moment, il va y avoir une pression des animaux sur la nature. Donc à partir de là, il faudra extraire certains animaux et le but, ce sera de les extraire et de les amener par exemple dans certains de nos parcs nationaux où il n'y a plus certains types d'animaux. Et comme ça, on va repeupler nos parcs nationaux. Et aussi par rapport à l'espérance de vie, nous savons que les animaux que vous avez ici ont un peu plus d'avance sur l'espérance de vie par rapport aux animaux qui sont dans la nature. En fait, ici, nous essayons d'être comme dans la nature. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la nature, les animaux ont une espérance de vie qui est un peu moindre, comparé à des animaux, par exemple, dans un parc animalier comme un zoo. Ils sont quand même surveillés un peu. Prenons le cas d'un lion dans un zoo, il va vivre jusqu'à 25-30 ans. Parce que dès qu'il est malade, il a les soins appropriés, etc. etc. Mais maintenant, dans un parc, dans une réserve naturelle, les animaux vivent comme s'ils étaient... ils sont chez eux, ils sont à l'état sauvage. Donc, ils sont suivis. Oui, ils sont suivis, mais pas aussi journalièrement que dans un zoo. Donc, leur longévité est moindre. Donc,
À l'état sauvage, les lions, c'est par exemple 20 ans. Donc il y a toute une liste pour chaque animal. En captivité, il vit autant. À l'état sauvage, il vit autant. Parce qu'à l'état sauvage, il subit les intempéries, etc., etc. Tandis que quand il est en captivité, ils ont des abris, ils sont soignés immédiatement dès qu'on remarque une anomalie, etc., etc. Voilà. Alors nous avons aussi constaté qu'il y a des galeries de forêts, il y a des forêts qui poussent ça et là. Est-ce une régénération naturelle ou c'est vous qui avez reboisé certaines parties que vous avez estimées importantes? En partie, il y a de la régénération naturelle. En fait, ce qui se passait avant, c'est que les villageois ou les habitants de la zone venaient et coupaient les arbres pour faire du makala. Étant donné qu'il y a une grande pression démographique avec la ville de Kinshasa qui est à 50 km, qui a besoin de charbon pour faire de la nourriture. Et donc, les gens coupaient les arbres ici, faisaient du charbon. Donc, quand on prend des photos de 1960, c'était quasiment de la forêt partout. Donc, il y a pas mal d'arbres qui ont été poussés. Alors, dès que le parc a été clôturé, donc les gens n'ont plus accès aux arbres. Donc, il y a une régénération naturelle qui se fait. Mais nous avons aussi planté et nous continuons à planter des arbres. Plus de 30 000 arbres ont été plantés. Et maintenant, nous faisons ce qu'on appelle des puits de carbone pour vraiment régénérer un peu l'oxygène. Alors, merci beaucoup, on va prendre une autre direction. Ok, je vous en prie, on y va. Des rhinos, vous en avez au total combien? Au total, nous en avons 14 rhinos. Ce sont des rhinos blancs. Ils ont l'air noirs comme ça quand vous les voyez, mais ce sont des rhinos blancs. Alors, pourquoi rhino blanc? C'est une erreur de langage entre anglais et sud-africain. Les anglais voulaient dire wide mouth, large bouche. Les anglais ont entendu white et ils ont dit ok, white rhino. Et donc, ils ont dit voilà, ça c'est un rhino blanc. Alors que la différence qu'il y a entre un rhino noir et un rhino blanc, c'est la largeur de la mâchoire. Ce sont des brouteurs, donc ils ont une mâchoire large comme les vaches, et tandis que les rhinos noirs ont une bouche plutôt en forme de bec parce qu'eux ne mangent que des feuilles d'arbres. C'est ça la grande différence entre les deux. La couleur, ils sont tous les deux de la même couleur. Il faut toujours avoir une petite rivière à côté? Non, pas nécessairement. Hein. Ça peut être de l'eau, ça peut être un lac, une mare d'eau. Mais ici, on a de la chance. On a à peu près 40 sources dans le parc. Donc, leur enclos est dans un endroit idéal. Ils ont un bain de boue là où ils se rafraîchissent. Et où ils se couvrent de boue pour se protéger de toutes les petites bestioles. Et ils ont la rivière pour se désaltérer paisiblement. Et dans vos perspectives, vous songez également à ramener d'autres espèces? Ah oui, si. Au mois de mars, nous allons avoir des éléphants que nous allons ramener et qui seront libérés dans le parc. Plus ou moins combien? Une douzaine. Les éléphants demandent un peu trop en termes d'espace? Non, comme je vous disais tout à l'heure, on a 20 000 hectares, donc il n'y a pas de souci. On va les libérer dans la nature et on va les garder d'abord pendant un certain moment dans un boma, comme on fait avec tous les animaux, voir comment ils s'adaptent, qu'ils comprennent un peu les systèmes de la protection des fils électriques. Donc s'ils se rapprochent trop près et qu'ils veulent passer, ils auront un coup d'électricité. Et comme ça, ils savent qu'ils ne doivent pas s'approcher des poteaux. Et après, dès qu'ils ont bien compris ça, on va les relâcher dans le parc et ils iront coloniser le parc. Un éléphant, ça boit 100 litres d'eau par jour. Et ici, on a assez d'eau pour eux et assez de végétation pour les 100 kilos d'herbe qu'ils doivent manger. Monsieur Gomer, là nous sommes par exemple sur le mont Ndeke et c'est le mont le plus long de ce parc ou parmi les plus longs? Oui, c'est l'un des points les plus hauts du parc, à peu près 690 mètres.
Et donc voilà, on l'appelait Mondeke parce que l'avion c'est Ndeke et voilà, la montagne sur laquelle il y a les avions. On a vu déjà ce que ça a donné avec le véhicule pour arriver jusqu'ici. Comment vous avez pu amener ces avions ici? En fait, au départ, ce sont des avions déclassés à l'aéroport de Njili. Ce qu'on a fait, on les a découpés, on a démonté les ailes, les trains d'atterrissage, les réacteurs. On a mis ça sur un porte-char et on les a amenés jusqu'ici. Et ici, on les a remontés. Vous voyez les bandes rouges qu'il y a sur l'avion, ce sont les points de jonction pour le remontage des avions. Et ils serviront à quoi ces avions? En fait, il y a 3 avions. Celui-ci servira de restaurant et les 2 autres serviront d'hôtel. Donc ça sera toute une autre activité qu'on aura sur le parc de la vallée de l'Ansélé. Et quand est-ce qu'ils pourront déjà accueillir le premier client? Il faut compter à peu près 9 mois, le temps qu'il soit complètement aménagé. C'est quoi l'idée ici? C'est de faire vivre aux visiteurs la beauté de ces reliefs, la beauté du site? Voilà, c'est ça. D'ici, on a une vue panoramique sur tout le site. Là-bas, en bas, on voit le gazebo à Kisangani et de l'autre côté, on voit le QG. Donc d'ici, on domine complètement. On a presque tout le contrôle du site. Et on voit également le majestueux fleuve Congo. Il y aura encore un autre besoin, il faudra encore ajouter d'autres engins, vous estimez que les 3 suffisent? Non, ça sera juste ces 3 avions. Donc on va aménager le site, le Mondeke. Ça sera un petit site touristique avec une terrasse, etc. Les gens pourront venir ici et rester, passer leur week-end ici. Et de temps en temps, s'ils souhaitent faire le safari, on viendra les chercher et on les amènera faire le safari. Et s'il y a une forte demande? Il y aura une forte demande parce que tous les gens qui ont visité ont vraiment apprécié l'espace. Mais comment ça va se passer si vous êtes débordé? Parce que vous dites qu'il n'y aura que 2 avions qui oui, bon, ça sera sur réservation, donc il faudra s'y prendre à temps. Dès que le site sera disponible, il faudra... du genre VIP? Oui, VIP. Ça sera un peu VIP, même un peu beaucoup. D'accord, merci. Mais les gens, pour manger au restaurant, ça ne sera pas VIP. C'est peut-être pour les hôtels. Les gens, ça sera un restaurant gastronomique. Ils pourront venir manger. Et il pourra accueillir plus ou moins combien de personnes? Sa capacité d'accueil? Facilement une centaine de personnes. Okay. On va monter, comme ça vous allez avoir une idée de l'espace. Très bien. Je vais vous aider. Donc c'est une représentation de ce que ça sera dans le futur. Ce sera plus ou moins ça, mais bon, ça c'est une des propositions, il y en a plusieurs. Donc voilà, vous avez au moins avec ça, vous avez une idée du type de restaurant que ça sera. Et quel type de restauration aussi? Ça sera consommé congolais pour faire la promotion des mets congolais ou les étrangers pourront également se retrouver mixte? Ça sera du congolais gastronomique lié à la cuisine internationale. Et certainement que les clients s'empressent déjà à vivre ce que sera réellement ce cadre dans 9 mois. Oui, hein, donc les gens qui sont montés dans l'avion, qui ont visité, qui ont vu les photos, sont enchantés et sont un peu impatients de voir quand est-ce qu'ils pourront venir profiter de cet écrin dans cet avion. Et ça sera quoi la différence entre ce site et Kisangani? Kisangani parce que c'est à côté de l'eau ou Kisangani, c'est parce que c'est à côté de l'eau et qu'il y a des rapides. Donc ça fait penser un peu aux chutes de Wagenia. Et ici, on est en hauteur, donc on est sur une montagne, d'où le mont Ndeke. Et ce mont n'est pas le plus long du parc, mais pourquoi est-ce que vous avez suggéré ramener les avions de ce côté et valoriser plus ce coin? Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure en bas, à partir de ce point-ci, on a une vue panoramique de tout le parc. Donc on le voit du sud au nord, sans souci. Donc vous avez l'avion et sur le prolongement de l'aile un couloir et puis une tour sur laquelle il y aura 3 niveaux, un restaurant, des chambres en plus et puis une terrasse d'où on pourra avoir une vraie vue panoramique. Et tout ça dans combien de temps? Dans 9 mois toujours? Non, l'avion d'abord, l'aménagement de l'avion d'abord dans 9 mois. Le reste viendra petit à petit par la suite.